Ah, on a un musicien dans la rue. Bah on va faire avec, hein. Bonjour, le mois de mars vient de s'achever, c'est comme d'habitude un marathon assez intense en termes de féminisme et il a apporté avec lui un certain nombre de petits et grands progrès. Cette vidéo est sponsorisée par ma sinusite, ne soyez pas étonnés de mon ton un peu nasal, mais rassurez-vous, ce n'est pas le Covid, j'ai été testée. Et bien en route, allons voir quelles sont ces bonnes nouvelles des 4 coins du monde. On peut se réjouir d'une loi adoptée par le Parlement irakien le 1er mars dernier qui doit donner des garanties et une assistance aux victimes de l'État islamique dans le pays. On va donner un peu de contexte, mais assez résumé ceci dit car la situation est complexe. En 2014, l'État islamique a lancé des offensives et pris le contrôle d'un certain nombre de territoires en Irak. Au cours de celles-ci, ces soldats ont perpétré des actes génocidaires parmi lesquels, outre des meurtres par milliers, on compte la réduction en esclavage sexuel de milliers de filles et de femmes issues de minorités telles que les yézidis, les turkmènes, les chrétiens ou les chabaks. Bien que 3000 d'entre elles soient toujours portées disparues, certaines ont depuis pu être libérées ou s'échapper. C'est pour ces dernières que la loi devrait changer les choses puisqu'elle prévoit de leur donner une allocation qui devrait leur permettre d'accéder à une vie décente. Elle prévoit aussi des mesures pour faciliter leur retour et leur réintégration dans leur communauté, ce qui n'est pas une chose facile quand on a traversé un tel enfer. Ces garanties sont aussi accordées aux enfants et aux hommes ayant survécu aux tueries de masse. Mais Nadia Mourad, elle-même survivante de ce génocide et prix Nobel de la paix, a souligné quelque chose de très important. Le vote de la loi pour les survivantes yézidis est un pas important vers la reconnaissance à la fois du rôle du genre dans ces violences sexuelles et de l'importance des réparations. Son application devra permettre une prise en charge globale et une réintégration durable des survivantes. Effectivement, il faut reconnaître qu'ici, le viol en tant qu'arme de guerre avait bien un caractère genré. Ensuite, je voudrais parler d'une info qui a déjà un peu tourné. La Nouvelle-Zélande vient d'accorder un congé spécifique de 3 jours aux couples qui traversent une fausse couche. Ginny Anderson, la députée qui a défendu ce texte au Parlement, a expliqué que le deuil qui accompagne une fausse couche n'est pas une maladie, c'est une perte, et il faut du temps pour se remettre physiquement et émotionnellement d'une telle perte. Elle a raison, et l'adoption de ce congé est une bonne chose à la fois pour les couples qui pourront directement en bénéficier et pour faire reculer un peu plus le tabou qui entoure cette expérience. Ceci dit, et là je me dois de remercier Jennifer Padjemi qui a partagé un post du compte Decolonize Feminism et m'a ainsi permis de prendre conscience de quelque chose, la presse occidentale a beaucoup présenté cette avancée comme une première mondiale. Or, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'autres pays ont également ce genre de mesures, et parfois même bien plus extensives, comme le montrent les Philippines par exemple, avec un congé de 2 mois intégralement indemnisé en cas de fausse couche. Si je le précise ici, c'est parce qu'on est là pour parler de progrès, mais aussi pour faire des progrès. Et donc je tenais à donner de l'écho à ce coup de gueule de Decolonize Feminism, qui explique que ce genre de titre tend à perpétuer l'idée fausse, selon laquelle le féminisme blanc est un phare guidant le monde. On continue au Kenya, où un jugement a été rendu dans une affaire assez polémique. Depuis janvier 2018, une médecin, Tatu Kamau, a engagé des démarches pour réautoriser les mutilations génitales féminines dans ce pays où elles sont interdites sur les enfants depuis 2001 et en général depuis 2011. Pour elle, les femmes, notamment les adultes, devraient être libres de choisir de recourir à cette tradition. Au moment même de ses premières déclarations, beaucoup de survivantes de l'excision et de l'infibulation, à l'image d'Agnès Pareyo, avaient été extrêmement choquées par ses propos. Cette dernière avait expliqué qu'il s'agit bien d'une violation des droits humains qui peut avoir des conséquences extrêmement graves, à terme sur la santé, mais aussi au moment de l'opération puisqu'elle peut aller jusqu'à la mort. L'enjeu de l'interdiction, c'est aussi de permettre à des filles ou à des femmes de s'appuyer sur la loi pour refuser de subir ces mutilations alors qu'elles y sont souvent contraintes ou qu'elles subissent beaucoup de pression pour y avoir recours. De l'autre côté, on peut considérer que l'interdiction de l'excision peut mener à pratiquer ces opérations dans des conditions encore plus dangereuses que d'ordinaire. Mais ce n'étaient pas les arguments retenus par Tatu Kamau qui y voyait principalement une attaque d'ordre culturel. Au final, elle a été déboutée et ce sont les défenseuses de l'interdiction qui ont eu gain de cause, elles qui estimaient qu'on ne pouvait perdre du temps à réouvrir ce débat alors qu'il reste encore tant de progrès à faire sur la question.
Au Japon maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais dans ce pays s'applique encore une règle carrément rétrograde en matière d'IVG. Une femme, pour avorter, doit obtenir l'accord de son époux. Et même lorsqu'elles ne sont pas mariées, beaucoup de médecins refusent de pratiquer l'interruption de grossesse si l'homme qui a mis cette femme enceinte ne donne pas son accord, par peur de poursuites légales. L'enfer, oui. Selon le journal The Mainichi, beaucoup de femmes ont eu d'énormes difficultés à accéder à la procédure à cause de cette réglementation, voire même ont dû conduire une grossesse à terme contre leur gré. Eh bien, le ministère de la Santé vient d'annoncer que les femmes ayant été victimes de violences ou qui sont séparées de leur conjoint n'ont plus besoin d'obtenir cet accord. Encore heureux, me direz-vous, mais comme ce n'était pas le cas jusqu'ici, on peut quand même se réjouir de cette avancée et espérer que sous peu, ce ne sera plus, dans l'ensemble, qu'un lointain souvenir d'une torture extrêmement brutale et datée. On termine cette session en France, où 14 influenceuses féministes ont assigné Facebook, qui détient Instagram, en référé, considérant que la plateforme applique un mode de modération en 2 poids, 2 mesures. Effectivement, de nombreux comptes se sont vus suspendus ou menacés de l'être et ont constaté une baisse de leur audience, ce qu'on appelle dans le jargon un shadow ban, une mise en retrait de leur contenu par l'algorithme, après avoir posté des propos tels que « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Alors qu'en parallèle, de nombreux comptes proférant des messages haineux pullulent sur Instagram. Une audience devrait avoir lieu le 12 mai prochain, mais quoi qu'il arrive, c'est déjà une bonne chose de faire savoir que ce statu quo ne peut pas durer. La procédure en référé devrait permettre de mettre en place des mesures même provisoires. On verra donc si Facebook est contraint ou non de révéler les dessous de ses algorithmes. Et voilà pour ce mois-ci. Pour tout vous dire, il me reste encore quelques bonnes nouvelles en stock. Je compte donc vous en faire probablement un post Instagram. D'ailleurs, pour me suivre, c'est comme ici, c'est Esther Reporter. Et j'ai aussi un compte Twitter. J'espère que vous ressortez de cette parenthèse le cœur un peu plus léger, c'est toujours mon but avec cette chronique. J'en profite pour vous dire que si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir, par exemple sur Patreon, c'est ce qui m'est le plus utile pour continuer de produire ce contenu, mais aussi en le likant, en le commentant, en le partageant. En attendant, courage pour les semaines à venir, surtout, prenez soin de vous, on se retrouve ici très bientôt.